Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que ça y est, on y est, nous y sommes, nous y étions. La première semaine de la saison 2026 a eu lieu, en tout cas son premier week-end. Un week-end qui nous a vu avoir des frissons, voir de super performances, même des performances historiques, voir des facs décevoir, des facs surprenantes, etc., etc. Mais bon, ce n'est qu'un premier week-end bien entendu, et je le rappelle à chaque fois, mais le baseball est déjà un sport assez complexe qui permet un peu de niveler un peu toutes les équipes sur un match. Alors imaginez bien en début de saison, alors que les automatismes sont à refaire, à parfaire. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. On va pouvoir parler, malheureusement j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc ça va être un épisode plutôt court, mais on va pouvoir revenir un peu sur quelques, on va dire, faits marquants de ce premier week-end, et je vais vous parler un peu du week-end à venir notamment. Avant de commencer, bien entendu, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, je commence à reposter un peu plus, je commence à ressortir ma petite tête sur Twitter et compagnie, donc n'hésitez pas à rester à l'affût, et on va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça fait du bien déjà de retrouver du baseball, de pouvoir voir des performances assez amusantes, voire historiques pour certaines, de pouvoir juste ressentir enfin la balle, la batte et compagnie, même si moi je l'ai ressenti de très loin, de mon fauteuil on va dire, mais surtout avoir l'occasion de pouvoir enfin voir nos étudiants athlètes préférés dans cette discipline incroyable qu'est le college baseball. Je sais pas trop comment je vais structurer l'épisode, ça peut partir un peu en free flow, parce que comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, et il y a beaucoup de choses qui sont passées ce week-end. Alors je pense que ce que je vais faire, je vais commencer par la tête, et la tête ça va être un peu le top 25 qu'on avait en pré-saison, et voir un peu comment ils s'en sont sortis. Et à partir de là, je vais un peu plus me focaliser sur des choses que j'ai vues personnellement, notamment un tournoi dont j'ai l'habitude de parler chaque année maintenant, le Shriners College Showdown qui se retrouve du côté d'Arlington, dans l'antre des Texas Rangers. Et on avait du beau monde là-bas et pas mal de choses intéressantes. Des petits enseignements oui et non, puisqu'encore une fois la saison vient à peine de débuter, mais en tout cas pas mal de choses intéressantes, et on va finir par parler un peu de ci et de là, de performances un peu impressionnantes, que ce soit des facs qui ont surprise, ou même des joueurs. Je pense qu'il y a notamment un joueur dont tout le monde a entendu parler ce week-end, c'est devenu un peu la star du moment grâce à sa performance exceptionnelle. Mais donc, commençons par le commencement et commençons par en fait le top 25. Je vais vous le rappeler tout d'abord et ensuite on va regarder un peu plus en détail ce que chaque équipe de ce top 25 a fait pendant ce week-end. Et donc, en tout bien tout honneur, on va forcément commencer par le numéro 1 de la pré-saison, l'équipe que tout le monde voit à repartir du côté d'Omaha, c'est bien sûr UCLA. Alors mine de rien, UCLA a été un peu challengé quand on regarde, ça reste bien sûr du baseball, donc on peut gagner une série et perdre un match dans cette série. C'est ce qui s'est passé justement pour les Bruins, puisqu'ils ont remporté leur première série de la saison face à UC San Diego 2-1. Les deux premiers matchs ont fait montre clairement de ce qui pouvait en termes de potentiel attendre les adversaires de UCLA, avec une domination certaine, surtout défensivement. Je trouve. On a vu aussi que cette infield est redoutable des deux côtés du terrain, que ce soit en défense ou en offense, avec bien sûr Rock Cholowski, mais pas que. Moulivai Levu a été très bon sur le week-end. Il y a eu des joueurs aussi qui ont su se montrer même offensivement. Au niveau du pitching, ça a été pas mal. Peut-être encore des petits réglages, surtout sur le dimanche. Le dimanche a été donc le series finale, on va dire, et c'est là où San Diego a réussi à s'éviter un sweep. Et de quelle manière? De très très belle manière, puisque ce match a été vraiment spectaculaire. Pour en parler rapidement, il y a eu plein de lead changes. J'essaie de parler français. Il y a eu plein de... je sais pas pourquoi je fais l'américain. Il y a eu plein de changements de lead, on va dire. Il y a eu des moments où c'était au même nombre de runs, et ça s'est décidé dans la 9e manche pour une victoire 8-7 de San Diego.
très clairement, c'était le match le plus intéressant, le plus excitant, et c'est là où aussi on a pu voir justement ces petites choses encore peut-être à travailler. Bien sûr, ce n'est que le début, mais au niveau du pitching, et à découvrir un peu plus quel pitcher va vraiment pouvoir faire partie de la rotation, quel autre pitcher va peut-être devoir un peu plus travailler depuis le bullpen. Donc je pense que c'est bien sûr un début de saison, et donc il y a pas mal de réglages à mettre en place. Mais en tout cas, c'était très intéressant de voir UCLA déjà on va dire un peu challengé, sachant que ce week-end ils ont fort à faire, parce qu'ils normalement, si je dis pas de bêtises, ils vont jouer contre TCU. Ils vont faire une série entière face à TCU dont on va reparler un peu plus tard. Donc voilà pour UCLA, et je pense qu'on peut passer directement à LSU. LSU, ça a été un week-end plutôt tranquille, plutôt un week-end de répétition. Ils étaient face à la fac de Milwaukee. Ils ont remporté les 3 matchs, faisant le sweep avec, je pense, une quarantaine de runs scorés sur le week-end. Donc je pense que c'était plutôt une manière pour eux de se remettre en route et de pouvoir aussi impliquer pas mal de pitchers et de jeunes pitchers, et voir un peu sur lesquels ils vont pouvoir un peu plus travailler, sur lesquels ils vont pouvoir un peu plus compter. Donc je vais pas rester trop longtemps sur LSU, pareil pour Texas. Texas face à UC Davis, c'est également un sweep. Surtout des très belles choses au niveau même du pitching. On sait que le pitching est un des points forts de Texas normalement sur la saison. Et pour ce début de saison, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'en totalité sur les 3 matchs, ils ne concèdent que 5-6 runs, peut-être 7. Je pense que c'est 7 sur les 3 matchs, mais il y a notamment le premier match où ils gagnent 12-2, où là ils ont l'air impressionnants sur 2, et ça a été très intéressant à voir. Les bats n'ont pas été à défaut, n'ont pas été en défaut, dans le sens où ils ont réussi aussi des belles performances offensives. Bien sûr, on attendra de voir un peu plus longtemps, enfin un peu plus dans la durée, puis aussi avec une autre adversité, on va dire. Mississippi State, alors c'est marrant puisque Mississippi State, moi j'ai vu un bout de match. C'était face à Hofstra, donc quand on regarde le bilan, c'est également un sweep. Il n'y a rien à dire. Par contre, sur le bout de match que j'ai vu, alors c'est qu'un bout de match, donc ce que je vais dire, ça va prendre avec des pincettes et c'est plutôt relatif. Mais ça ressemblait à une équipe, et c'est tout à fait normal, mais ça ressemblait vraiment à une équipe qui est en train de se construire, de chercher. C'est pas encore l'équipe phare qui va faire peur à tout le monde, comme ce que l'on peut voir par rapport à ce que l'on voit sur le papier. Il y a encore beaucoup de travail, et c'est normal, et ça s'est ressenti, même s'ils ont quand même sweepé Hofstra. Mississippi State, donc on l'a fait. Georgia Tech, alors Georgia Tech c'est marrant puisque ils n'ont pas failli à leur réputation, une offense explosive qui arrive même à trouver des nouveaux joueurs sur lesquels compter. C'est-à-dire que alors déjà ils ont une attaque, j'en ai déjà parlé dans les previews, incandescente. Ils ont des joueurs offensifs incroyables, bien sûr highlighté par Drew Burress, l'un des gros prospects de la prochaine draft. Ça c'est déjà acquis. Mais ils ont des joueurs qui passe un peu sous le radar. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est Alex Hernandez? Alors j'ai plus le nom, je suis vraiment désolé, vous me connaissez maintenant, moi et les noms, ça fait toujours 2. Et comme j'ai pas pris la note sur son nom en particulier, mais en tout cas tout ça pour dire que ils ont des joueurs qui passent un peu sous le radar, et qui en passant sous le radar vous font quand même des grosses séries avec plusieurs points produits, avec plusieurs runs scorés, etc. Et si même ces joueurs-là sur lesquels on ne compte pas, ou on n'espère pas tant de choses que ça offensivement, se mettre aussi au diapason des brutes offensives qu'a Georgia Tech, alors je pense que là on peut commencer à avoir peur, en tout cas au niveau offensif. Le pitching staff s'en est plutôt pas mal tiré. Alors moi je n'ai vu qu'un bout de match face à Bowling Green également, parce qu'il faut le savoir, c'est difficile, ils jouent à peu près tous en même temps et tout, et je n'ai qu'une paire d'yeux, et j'ai pas non plus toutes les chaînes et compagnie, parce que là je fais une petite aparté, mais je le rappelle à chaque fois, le college baseball, c'est toujours un peu compliqué à voir, même si ça s'améliore, puisque les canaux ESPN vous permettent quand même de regarder pas mal de choses, et les succursales, je pense notamment à SECN et SECN+, par exemple, ou les ACCN et ACCNX, et justement Georgia Tech c'était sur un ACCNX canal, que j'ai pu les voir un bout, mais tout ça pour dire que leur pitching, sur ce que j'ai vu, ça avait l'air intéressant. Bien sûr, faut faire aussi état et compte de l'adversité, mais il y a quand même toujours des petits soubresauts. Alors, encore une fois, début de saison, très dur de vous proposer une conclusion vraiment qualitative, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner d'ici quelques semaines quand toutes les équipes vont être un peu plus rodées, un peu plus habituées dans le rythme de la saison. Mais en tout cas, c'était intéressant à noter quand même. Voir que le pitching face à un adversaire un peu plus modeste
s'en est pas mal sorti, mais en montrant quand même des hésitations, des moments qui continuent à alimenter la légende de Georgia Tech, comme quoi c'est une équipe purement offensive avec des problèmes de pitching. Coastal Carolina également a sweepé Fairfield, hein. Là il n'y a rien à dire, le pitching pour le coup était au point, l'attaque sans être transcendante a été là au moment où il le fallait. Arkansas c'est intéressant, et Arkansas je vais revenir un peu plus en longueur quand on va reparler bien sûr du Shriners College Showdown, mais ils ont gagné donc voilà 2 victoires et une défaite. La défaite c'était face à TCU, c'était le match, ou en tout cas l'un des matchs les plus attendus de l'opening weekend, et ça a été un match fort en enseignement. Déjà on a pu voir que derrière Gabe Gaekle, on a encore des trous peut-être à combler en termes de rotation, ou en tout cas il va falloir donner plus de temps au reste de la rotation pour vraiment performer, ou vraiment montrer si on sont capables de performer. J'avais dit, hein, quand j'avais fait la preview, il y a quand même la transition de bullpen vers un starting role, donc c'est jamais simple, jamais évident. Ça s'est ressenti avec un TCU qui a très rapidement agressé, hein, le starter, dont j'ai aussi oublié le nom, comme par hasard, mais je vais le retrouver hein, d'ici à ce qu'on parle du College Showdown. Et même face à Texas Tech, ça a été compliqué, ils s'en sont sortis sur la fin. Vraiment sur la fin, ils ont réussi limite à, je vais pas dire à upset, mais à retourner le match sur la fin, et ils s'en sortent avec une victoire 6-5. Donc intéressant, bien sûr, Arkansas trouve toujours des moyens de gagner, hein. Si on veut comparer à des sports, même si ça fait pas trop sens, mais si on veut comparer au foot, il y a des équipes qui sont, vous savez, les grandes équipes, même quand elles font des mauvais matchs, elles arrivent toujours à s'en sortir et à gagner les matchs même en faisant des mauvaises performances. En fait, Arkansas m'a fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que on connaît son niveau, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Ils n'ont pas eu un week-end transcendant parce que même dans les aspects du jeu, j'ai vu quand même pas mal de choses entre guillemets négatives, surtout face à TCU. Mais malgré tout, par exemple face à TCU, ils ont réussi à grignoter. Il n'était qu'à un run hein, de pouvoir compléter la remontée en fait, au final. Donc Arkansas, ça va être intéressant de voir comment ça s'établit tranquillement sous Devon Horn sur cette saison, parce qu'ils ont encore voilà, sur le papier un effectif de haute qualité. Mais on va voir justement si le pitching est capable hein, de vraiment nous montrer ce qu'il est censé être capable de nous montrer. La fin de cette phrase a été très dure pour moi, parce que je vais être honnête avec vous, je sais pas pourquoi il y a eu un bâillement qui venait au moment où je finissais ma phrase, mais bref, les aléas du direct, oui et non, les aléas de l'enregistrement on va dire. On va dire la première équipe qui s'est fait upsetter dans ce top 25, c'est Louisville, hein, mine de rien, Louisville qui perd. Bon, ils n'avaient pas Zion Rose notamment dans leur rang. On va reparler d'ailleurs des joueurs qui ont manqué ou des joueurs qui se sont blessés un peu après. Louisville a perdu dans sa série face à Michigan State. Et Michigan State, hein, si vous vous rappelez ma preview, alors ils peuvent très bien nous surprendre hein, même sur la saison, mais c'est pas forcément l'équipe que l'on attend le plus en Big Ten en tout cas. Donc c'est intéressant à voir, surtout en match 2, où on a senti vraiment le tout se déliter. Et on sait que Louisville, normalement, ils essaient d'avoir une identité plutôt comment je peux dire ça, calée au niveau défensif. Et ça n'a pas été le cas du tout face à Michigan State, surtout sur ce deuxième match. Auburn, on va aller très rapidement, hein, sweep de Youngstown State, mais voilà, la différence était claire. Et malgré tout, les deux premiers matchs de la série ont été très serrés. Hein. TCU, on vient d'en parler, hein. TCU a donc battu Arkansas, ils avaient battu aussi Vanderbilt, donc 2 équipes SEC, ça fait toujours plaisir de mettre ça sur son résumé, et ça permet aussi d'alimenter des débats un peu, voilà, de conférence à conférence, surtout en début de saison. Bon, ils se sont fait par contre rosser hein, par Oklahoma 12-2. Oklahoma qui au passage a été impressionnant. Hein. Je sais que c'est qu'un début de saison encore une fois, que voilà, les conclusions hâtives ne sont pas bonnes à faire à ce moment de la saison, mais en tout cas ils ont été de visu impressionnants. Skip Johnson, il sait ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a, et on va en reparler rapidement tout à l'heure lors du College Showdown, on va dire summary. North Carolina face à Indiana quand même, une Big Ten plutôt référencée, ça a été un sweep, hein, ils ont sweepé de manière plutôt tranquille. Oregon State s'est fait surprendre hein, face à Michigan lors de l'ouverture hein, du tournoi. D'ailleurs, Michigan était un peu le petit, entre guillemets, l'intrus, puisque c'était la seule équipe de Big Ten face à des ex-équipes Pac-12, hein, donc Oregon State, Arizona et Stanford. Oregon State, donc, comme je le disais, a trouvé encore des moyens de gagner. En fait, Oregon State m'a fait penser un peu à Arkansas. Ce sont, comme j'ai dit, ces équipes-là qui, même quand elles ne jouent pas au meilleur de leur force,
arrivent toujours à vous gratter des victoires là où on pense que ça va être compliqué. Et donc ils ont réussi à battre Arizona 7-6, Arizona qui d'ailleurs a eu un week-end compliqué, et ils ont battu Stanford 3-2. Donc encore une fois, début de saison, on va voir un peu comment ça se passe, sachant qu'Oregon State, comme je le rappelle à chaque fois, a un statut spécifique hein, depuis la chute de la Pac-12 en attendant sa recréation, qui devrait arriver incessamment sous peu, je pense 2027 si j'ai pas de bêtises, pour le baseball en tout cas. On va passer à Florida. Florida qui a en son sein notamment un pitcher dont on attend beaucoup, hein, les scouts attendent beaucoup, c'est Liam Peterson, j'en avais parlé. Dès sa saison freshman, c'était un joueur dont on parlait beaucoup, qui a été plutôt irrégulier. Et là, son premier start a été compliqué. Il a d'ailleurs concédé la défaite hein, face à UAB. Malgré tout, Florida a gagné sa série, hein, 2-1, ils ont gagné les matchs 2 et 3. Mais en tout cas, voilà, ça a été à surveiller, puisque jusqu'à quand la hype de Liam Peterson, qui est beaucoup plus basée sur les métriques et son potentiel, donc l'upside, que sur ses résultats purs. Si on vraiment se regarde les résultats de Liam Peterson, c'est un très bon pitcher, mais c'est peut-être pas un pitcher élite en termes de résultats. Et là encore une fois, ça a été le cas, on a vu des choses un peu délicates. Mais on va voir jusqu'à quand, en fait, entre guillemets, il va pouvoir bénéficier aux joueurs de cette réputation qui peut être tout à fait compréhensible et justifiable. Hein. Je rappelle que, petit aparté encore, Brandon Sprout, que je connais bien parce qu'il était du côté des Mets, à Florida, lors de sa carrière à lui, c'était peut-être pas le lanceur sur lequel on comptait le plus, ou le lanceur le plus... comment je peux dire ça, le plus régulier en termes de performance pure. Par contre, en termes de métrique, avec son bras canon, il était très apprécié des scouts, et c'est pas pour rien qu'il a été sélectionné très haut. Donc voilà, il faut savoir décorréler un peu les résultats purs de ce qu'on appelle le potentiel, de ce que peuvent voir les scouts hein, en termes de fit pour les équipes MLB. Mais voilà, je trouvais intéressant quand même de pouvoir parler un peu de Liam Peterson rapidement. Tennessee de ce côté a sweepé Nichols, Nichols qui aime bien se challenger, puisque en midweek, au moment où je parle, il joue contre LSU. Alors je connais pas le score, je sais qu'à un moment ils étaient déjà menés 5 ou 6-1. Mais Nichols, j'aime bien ce genre de fac qui, ils viennent des mid-majors, ils ont peut-être pas le plus gros roster du monde, mais ils viennent vraiment se confronter hein, à ce qui se fait de mieux. Et c'est tout à leur honneur, et je pense que c'est aussi une belle manière pour eux de pouvoir préparer leur propre saison, parce que leur conférence, c'est ce qui leur importe en fait, hein, quelque part. En tout cas, Tennessee réussit le sweep, donc très intéressant. Le pitching s'est bien comporté. L'offense, samedi ça a été un peu plus compliqué, mais c'est relatif, hein, ils ont quand même gagné 5-1. Par contre, les matchs 1 et 3, ils ont plutôt déroulé. Georgia, j'ai envie de dire que voilà, ils ont fait le taf, hein, ils ont gagné la série 2-1, ils ont entre guillemets lâché le match 3, hein, ils gagnaient 2-0 dans la série face à Wright State. Florida State, il y a eu 2 matchs hein, face à James Madison et 2 victoires, notamment la deuxième 16-5 qui a été plutôt impressionnante. Je rappelle qu'ils ont Miles Bailey, première base, plutôt puissant. Hein. Ils arrivent toujours à nous pondre des stars du côté de Florida State. Donc on va pouvoir regarder un peu plus la saison de nos amis les Seminoles, voir ce qu'ils sont capables de faire avec quand même une refonte, notamment au niveau du pitching, qui n'est pas négligeable. NC State de son côté a battu Washington et Indiana State du côté de Puerto Rico. Ça va être sympa en termes de climat. Rien à dire de particulier, hein. Face à Washington ça a été très dominant, face à Indiana State plutôt également le cas. Je rappelle qu'NC State ils essaient toujours d'avoir une défense hein, Elliott Advance, même si vous avez une grosse batte, si vous ne faites pas le minimum défensif, c'est à dire que lui il cherche un point 980 de fielding, hein. Faut être clair. Et si vous n'êtes pas capable d'apporter défensivement, il est capable de se passer de vous. Donc faut comprendre que NC State, les joueurs qui y jouent sont souvent prêts dans son système à se retrousser les manches défensivement. J'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve là au-delà de l'offense qui s'en est bien sorti, mais qui a plus que bien carburé, mais surtout le fait qu'ils prennent très peu de runs. Et c'est très important pour eux de pouvoir continuer à travailler là-dessus pour pouvoir être cette équipe un peu toujours trouble-faite, un poil à gratter du côté de la ACC. Kentucky, alors, ils ont sweepé UNC Greensboro, mais par contre Tyler Bell s'est blessé. Ça c'est une des grosses mauvaises nouvelles, hein. Je connais pas encore à l'heure où j'enregistre la gravité de la blessure, le temps qui risque de manquer, etc. Mais en tout cas c'était un coup dur. Donc on va monitorer un peu ce qui se passe du côté de Kentucky.
Clemson de son côté, hein, face à Army, rien à dire, ça s'est très bien passé. Eden Knack a pu faire quelques reps, entre guillemets, hein, façon de parler. Le pitching en général s'en est plutôt bien sorti, c'est bien accommodé de la situation. Bon, Army était en dessous, ça s'est senti quand même. Mais en tout cas, voilà, Clemson a fait le boulot très clairement. Southern Miss, dans l'un des très beaux matchs, parce que c'est un match aussi que j'ai vu, enfin, ils ont gagné donc leur série face à UCSB, et ça s'était mal, ça avait mal commencé. UCSB avait gagné 5-1 le premier match, et UCSB à un moment menait, alors je sais plus si c'était 6-3, 6-4 dans le deuxième match, et finalement ils se sont fait remonter par Southern Miss qui a donc complètement shifté le momentum et récupéré la série au final, parce qu'ils ont gagné donc les deux derniers matchs, 8-6 avec cette remontada et 6-5. Voilà. UCSB avec, je pense, c'est Jackson Flora de mémoire, qui a montré de belles choses au niveau du pitching. Je rappelle que UCSB, c'est aussi une fac réputée pour ses pitchers, surtout sur les dernières années. Je rappelle par exemple que Tyler Bremner, pick numéro 2 de la dernière draft, vient de UCSB. Donc ce qu'a fait Southern Miss, même si c'était à domicile, c'est quand même à noter. Ça reste une fac sur laquelle on va encore compter. C'est une fac qui peut faire partie des facs favorites pour être une fac haute, je rappelle, pour le tournoi national. Voilou. Wake Forest, du côté de Porto Rico, s'est fait surprendre par Houston. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, et moi je l'ai retweeté. On aime bien un peu les upsets. Ils se sont fait bien gifler 8-2. Par contre, ensuite, ils ont déroulé face à Washington et face à Indiana State. Ce qu'on voulait voir, c'était le starting pitching. Alors, le vendredi, ça s'est pas très bien passé. Par contre, le samedi et le dimanche, ça s'est plutôt très bien passé. Donc, on attend d'en voir un peu plus du côté du pitching, avec peut-être une classe de pitcher un peu en deçà de ce qu'on a vu les dernières saisons. C'est pour ça qu'on est un peu curieux de ce qui va se passer du côté de Wake Forest. Miami était en mode croisière. Ils ont sweepé Lehigh. Beaucoup de runs scorés. Je sais qu'il y a eu un match très 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 prolifique offensivement, puisque les deux équipes ont scoré plus de 10 runs dans ce match-là. Je vérifie sur ma fiche, 17-11. Voilà, c'était un bon petit score de football, j'ai envie de dire. Bon, un score de football où le match est très défensif, certes, mais voilà. Tout ça pour dire que Miami a plutôt déroulé. Le dernier match, ils l'ont gagné 27-3 d'ailleurs. Donc très intéressant. Vanderbilt s'est frotté à de la Big 12 lors du College Showdown, et ça s'est pas très bien passé pour eux, puisque ils ont perdu 2 matchs, remporté 1, et c'est l'une des deux équipes qui quitte le top 25 après cette première semaine. Rien de dramatique, c'est un début de saison, mais par contre, je pense que le dernier match face à Oklahoma State, je pense que c'était un run rule d'ailleurs, ils se sont fait taper 11-1. Ça peut laisser des petites traces, puisqu'on le sait, Vanderbilt essaye de retrouver un peu cette cadence où ils arrivent à trouver et à construire un pitching staff de qualité sur lequel s'appuyer. C'est pitching first du côté de Vanderbilt. Et ensuite, l'offense n'est jamais réputée, surtout cette saison, c'est de mal en pis. Là où le reste de la SEC a plutôt des poids lourds en termes d'offense, Vanderbilt a du mal à trouver ce genre de profil. Et pourtant, quand on regarde le week-end, on a presque l'impression que c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que l'offense a plutôt été intéressante, sauf le dernier match où là, ils se sont troués, mais toute l'équipe s'est un peu trouée dans tous les compartiments du jeu. Et par contre, le pitching a eu plus de mal que ce qu'on pouvait espérer pour une fac qui a cette réputation de pouvoir trouver et façonner des pitchers de qualité. Donc à Tim Corbin et son staff de nous proposer un peu ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. En tout cas, il y a des petits enseignements quand même après ce premier week-end du côté de Nashville. Après les Commodores, on parle d'Arizona. Arizona qui s'est fait sweeper sur le week-end. Ça s'est pas très bien passé. Je pense même qu'il y a eu des blessures. Faudrait que je revérifie, mais je pense qu'il y a eu des blessures également. Donc ça n'a pas été un bon week-end. Et c'est donc l'autre équipe avec les Commodores qui quitte le top 25. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas pu voir vraiment Arizona jouer, donc j'ai pas pu voir si Mathis Meurant a joué, comment il a joué, etc. Je sais que c'est souvent des questions que l'on peut me poser sur le côté, malheureusement c'est vrai que j'ai pas pu le voir jouer, donc je peux pas vous en dire plus, mais j'ai juste vu que les résultats n'ont pas été folichons. Et on finit ce top 25 avec Texas A&M qui pour le coup ont déroulé face à Tennessee Tech. Il y a eu notamment un match 2 avec 23 runs scorés, et surtout ce qui est intéressant c'est d'avoir vu Caden Sorrell qui s'est comporté comme un leader. Caden Sorrell, je rappelle que c'est un haut prospect pour la prochaine draft. Caden Sorrell, c'est un joueur qui a été plombé par des blessures à des moments clés sur les saisons précédentes,
Et c'est un joueur sur lequel maintenant, voilà, Michael Early va vouloir compter et s'appuyer le plus possible pour pouvoir être un peu cette génération de maintenant juniors qui ont connu les finales des College World Series en tant que freshman et qui doivent maintenant amener leur expérience pour pouvoir rebondir après une saison un peu plus compliquée la saison dernière. Donc on espère que Caden Sorrell va être libéré des blessures ou des pépins physiques en général et qu'il va pouvoir continuer de faire montre de son talent. Voilou, je voulais faire un petit retour sur le top 25 pour commencer, hein, c'est cette vision un peu macro, et on va un peu plus descendre sur l'un des événements de ce week-end avec le tournoi du Shriners Children College Showdown du côté de Arlington, Texas, dans l'antre des Rangers. Mais juste avant, je vais faire une petite transition musicale. Il est temps donc de parler de ce main event. Vous le savez, en début de saison, on a beaucoup de tournois baseball qui se déroulent un peu partout et qui mélangent équipes de différentes conférences, équipes réputées, équipes historiques, etc., etc. Et ça leur permet aussi de se jauger, de se juger vis-à-vis de ce qui se fait peut-être de mieux dans les autres conférences, tout simplement. L'un des principaux enseignements de cette Shriners College Showdown, et j'allais parler en anglais, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cette domination d'Oklahoma, tout simplement. Oklahoma face aux équipes Big 12, je rappelle qu'Oklahoma était Big 12 avant de venir du côté de la SEC, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Oklahoma, on a l'impression qu'ils étaient en mission aussitôt dans la saison. Ça s'est très bien senti au niveau du pitching, je pense notamment à Cam Johnson dont on va reparler. Au niveau de la frappe également, ça a été très solide, et ils ont en fait explosé tout le monde, sans crier gare. Voilà, ils ont décidé que c'était cette année le tournoi était pour eux quelque part, et ils ont vraiment su faire montre ils ont fait feu de tout bois comme on dit, ils ont su faire montre d'un calme, d'une belle défense, d'un pitching cohérent, solide, et surtout même Cam Johnson, je suis obligé de revenir sur lui puisque c'est un peu... Alors, ce n'est qu'un début de saison, attention, mais ce que je veux dire là, c'est un peu peut-être le chemin vers ce qu'on appelle une sorte de résurrection, entre guillemets. Le mot paraît fort, mais je rappelle que Cam Johnson, il nous vient de LSU. À LSU, il arrive en tant que freshman, mais en tant que freshman vraiment référencé. Les scouts MLB pensent déjà que ça peut être l'un des prochains gros pitchers. Ça se passe pas très bien. On va pas se mentir, ça se passe pas très bien du côté de LSU. Déjà qu'il n'a pas beaucoup d'occasions, mais lors de ces occasions, il se rate. On voit très rapidement pourquoi c'est un potentiel. C'est un potentiel puisqu'il a des prédispositions intéressantes au niveau notamment de sa balle rapide. Balle rapide qui peut aller dans le haut du panier en termes de miles par heure. On peut dépasser largement les 96 miles par heure sur certaines balles rapides. Par contre, le problème principal qu'on avait avec Cam Johnson, c'était que ce soit pour sa fastball ou même sa change-up par exemple, c'était un problème de commande. Et c'était clair et net. À LSU, ça se passe pas bien. Et donc, il décide ensuite de venir du côté d'Oklahoma, sous les ordres de Skip Johnson. Il arrive dans une équipe qui est quand même bien chargée en pitcher. On parle notamment des jumeaux, Witherspoon. Pour lui, encore une fois, c'est une saison qui se passe pas bien en termes de commande. On sent en fait que c'est un joueur, peut-être c'est un aspect mental, ça on va pas le renier, mais c'est un joueur qui, quand il commence à être challengé, n'arrive pas comme certains pitchers. C'est là où on regarde un peu la qualité des pitchers aussi, c'est quand vous retrouvez ce qu'on appelle dans le jam, c'est-à-dire que vous vous êtes mis un peu dans les problèmes avec peut-être quelques walks et tout ça, vous avez par exemple chargé les bases, et ensuite avec l'aide de votre défense, mais aussi avec votre arsenal, votre calme, etc., vous arrivez à trouver des solutions pour limiter la casse. Et Cam Johnson, c'était clairement le problème qu'on lui reconnaissait, c'était que dès qu'il commençait à paniquer, c'était fini. C'était comme un effet boule de neige, et au lieu de limiter la casse, c'était le contraire qui se passait avec lui. Là, il n'a pas eu trop l'occasion d'être challengé, puisqu'il nous a montré vraiment du très très gros travail. Sa balle rapide était toujours là, peut-être un peu moins véloce que ce qu'on a l'habitude de voir, mais il y aura le temps, c'était un début de saison, il ne va pas non plus nous donner tout son arsenal et sa meilleure, tout ce qu'il peut faire de mieux dès le départ.
Sa change-up a été très intéressante. Et donc, sur 6 manches lancées, il a réussi 11 strikeouts. Ça a été très intéressant. Il va falloir encore qu'il puisse nous montrer ce genre de choses de manière plus régulière, qu'il puisse nous montrer aussi quand il est challengé ce qu'il est capable de faire maintenant. Mais c'était très intéressant et en fait il est un peu le symbole de ce Oklahoma qui a été réglé comme une horloge et qui nous a fait en fait tout simplement du sale face aux équipes adverses. L'autre élément que j'ai envie de garder, sur lequel j'ai envie de parler, c'est en fait la belle tenue de 2 des 3 équipes Big 12, à savoir TCU et Oklahoma State. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais Oklahoma State, ils se sont quand même fait taper 13-3 par Oklahoma, patati patata. Certes, mais Oklahoma a tapé 12-2 TCU, et pourtant TCU, après le match face à Arkansas, tout le monde était déjà en train de dire, est-ce qu'on n'a pas là une équipe qui peut challenger la SEC? Et a raison, puisque sur le papier, déjà, ils ont une grosse équipe. Donc tout ça pour dire que même Oklahoma State, malgré encore une fois, il y a des choses à remettre en place, ils ont toujours depuis un petit moment, Josh Holliday et son staff, ils doivent toujours composer avec les blessures, avec les pépins, avec ci, avec ça, avec aussi une reconstruction permanente du pitching staff. C'est vrai que le pitching, ça a été clairement sur cette dernière saison un gros souci du côté d'Oklahoma State. Mais malgré tout, je trouve que ces 2 équipes ont montré de très belles choses. Et donc bien sûr, ça me permet de pouvoir rebondir un peu, tout simplement sur ce qui s'est passé entre TCU et Arkansas. Et au lieu de juste vous dire, TCU a fait ci, TCU a fait ça, et Arkansas a fait ci, Arkansas a fait ça, je vais le regarder en fait sous le prisme des joueurs, et notamment de certains joueurs qui ont été clés dans ces matchs-là, et ce qui me permet aussi de revenir sur les joueurs en général pour pouvoir vous parler des prospects vis-à-vis de la draft. Tout d'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais oublié son nom, Hunter Dietz. Hunter Dietz est donc au début de la saison le starter numéro 2, d'ailleurs Gabe Geico. C'est lui qui startait face à TCU, et il faut le savoir, j'en ai parlé en preview, il avait loupé 2025 à cause d'une Tommy John, tout simplement. Il est revenu, on sait que les scouts en parlent beaucoup, puisque sur le potentiel, c'est clairement l'un des meilleurs lanceurs gauchers du collège baseball, tout simplement. Et ça a été plutôt difficile, on va pas se mentir, c'était difficile, il a été challengé par les battes de TCU, mais par contre il nous a montré des choses de temps en temps, des flashs, de choses qui font clairement saliver les scouts. Je me rappelle pas de chaque action, attention, mais je sais qu'il a réussi à toucher, je pense 98 ou 99 miles par heure sur certaines balles rapides. Il a sa slider qui a été tellement nasty que ça a été très 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 compliqué pour certains batteurs, en tout cas pour certains at-bats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il a montré un beau contrôle, une belle commande. Par contre, ce qui a été quand même à noter dans le côté un peu négatif, et c'est pourquoi ça a été difficile pour lui au final. Dès que il a loupé un tout petit peu la zone de strike et qu'il s'est retrouvé à être sur la menace d'un walk par exemple, ou dès que au contraire il était peut-être un peu trop propre dans cette zone de strike et donc il a donné l'opportunité au line-up de TCU de pouvoir briller, on sentait qu'il était, je vais pas dire qu'il était en train de baisser les bras, mais que très rapidement son body language était un peu en mode non, c'est un peu compliqué. Pour moi, en tout cas, c'est comme s'il avait un peu du mal à se remettre dans le match. Et c'est pourquoi je trouve qu'il a été challengé au final, puisque il s'est très rapidement vu, mener entre guillemets, puisqu'il a permis entre guillemets à TCU de mener très rapidement 4-0. Au bout de 2-3 manches, il y avait 4-0, et il n'a pas lancé beaucoup plus longtemps que ça. Mais en tout cas, c'est un joueur sur lequel il va falloir garder un œil, puisque déjà les scouts en font un gros prospect, son profil en fait naturellement un gros prospect, mais surtout, c'est un joueur qui nous a encore une fois montré des flashs de ce qu'il est capable d'apporter. Alors est-ce que Van Horn va continuer à le faire jouer en tant que starter 2 et vraiment, entre guillemets, alors c'est un mot un peu bizarre, mais l'éduquer à la dure, ou le rééduquer à la dure, après une saison entière blanche, ou est-ce qu'il va se dire pour l'instant je vais plutôt le remettre un peu plus dans le bullpen et le réintégrer progressivement. Je ne suis pas coach, ça va être
à ce dernier de pouvoir anticiper et pouvoir nous proposer quelque chose pour aussi le développement de Hunter D. Hitz, mais c'était le premier joueur dont je voulais parler. Et donc voilà, TCU de son côté a été très bon, très opportuniste face à ce dernier. Ils ont mené 4-0 assez rapidement. Et il y a des joueurs qui ont su faire montre de belles choses, que ce soit face à Arkansas ou même en général. Puisque je vais commencer par leur star, bien entendu, Sawyer Stroh-Snyder. Sawyer Stroh-Snyder, alors, face à Arkansas, il fait une belle partie, mais c'est peut-être pas la batte dont on va se rappeler le plus face à Arkansas. Par contre, dès son premier match face à Vanderbilt et dès son premier at-bat, home run. Normal, home run. Et en plus face à Connor Fennell, et Connor Fennell c'est un de ces nouveaux pitchers, un de ces jeunes pitchers de Vanderbilt sur lesquels on fonde quand même pas mal d'espoir. Au final, comme je dis, face à Arkansas, ça n'a pas été non plus incroyable. Et au final, je pense sur tout le week-end, il finit à 2/8. Donc on va dire 1/4 en termes d'at-bat. C'est-à-dire qu'une moyenne à la batte sur le week-end de .250, c'est pas non plus extraordinaire. Mais faut le savoir, c'est un joueur qui, face au lanceur gaucher, il sera toujours un peu challengé. C'est un peu son profil, il est toujours un peu challengé par rapport à ça. C'est pas le problème, c'est un gros frappeur. C'est un joueur, on sait qu'il va être capable, en termes de puissance de batte, en termes même de régularité, de nous proposer de meilleures choses. Par contre, là où les scouts vont regarder vraiment ses progrès, c'est au niveau de la défense. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'il ait joué dans un stade MLB, donc dans un ballpark MLB avec peut-être des repères un peu différents, une façon de jouer un peu différente, il a su faire montre aussi de choses intéressantes. Attention par contre, c'est que on va en attendre un peu plus de lui, notamment sur certaines choses, puisqu'il joue dans le outfield, sa force de bras en termes de lancer. D'ailleurs, Stroh-Snyder, c'était un pitcher. Jusqu'à sa fin lycée, c'était un pitcher. Bon, après, c'est pas non plus uncommon. Je cherche le mot en français. C'est pas non plus quelque chose qui n'est pas commun, tout simplement. Dans le sens où, je rappelle souvent, la plupart de ces talents qu'on voit, ce sont des two-way players de base, tout simplement. Ce sont des joueurs qui, très petits, jouent des deux côtés. Pitcher, joueur de champ, etc. Là, par contre, avec ses qualités de pitcher jusqu'à son entrée à l'université, on s'attend à ce que ce qu'il avait montré en termes de force, puissance de bras, se traduise par rapport à ce qu'il va faire défensivement dans l'outfield, disais-je. En tout cas, c'est l'un des premiers prospects dont on va parler forcément quand on parle de TCU, mais face à Arkansas, c'est pas lui qui a vraiment sonné, pas la révolte, mais voilà le gros début de match de TCU, puisqu'on a plutôt des joueurs comme Chase Brunson. Chase Brunson, sur ce week-end, c'est 4/10, c'est 3 doubles. Il y a de l'exit velocity, alors attention, ce genre de métriques, on fait toujours attention, parce que aussi ils ont des battes beaucoup plus permissives au college baseball. Mais tout ça pour dire que lui il a été au rendez-vous. C'est peut-être pas le joueur sur lequel on va regarder le plus de fois où il va frapper de home run, il en est capable, mais c'est un joueur qui peut vous faire du extra base hit, qui peut aussi travailler sur base, qui a aussi montré des choses au niveau défensif, au niveau fielding, avec un bras et une force de bras qui, pour le coup, contrairement à Stroh-Snyder, a rassuré. Donc c'est vraiment le type de joueur sur lequel il va falloir compter. Alors, c'est peut-être pas le joueur sur lequel on parle le plus du côté TCU par rapport à la draft, c'est peut-être pas un premier tour de draft, mais en tout cas, c'est un joueur à monitorer. Et donc, pour revenir du côté de Arkansas est donc mené 4-0 assez rapidement, puis ensuite 5-1 de mémoire. On se dit que ça va être très compliqué, surtout qu'ils ont eu affaire à un joueur au niveau du pitching, starting pitcher, qui pour le coup a montré de très belles choses. Il n'a pas été durable, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais sur la durée, ça commence à s'effriter, c'est pourquoi il a été aussi retiré assez rapidement pour ne pas donner plus de chances de spark à retour du côté d'Arkansas. Mais je parle bien sûr du lanceur gaucher de TCU, Mason Brassfield. C'était son premier start, si je dis pas de bêtises. Il est sophomore, donc lui, on ne parle pas de lui pour la draft 2026, mais la draft 2027. Pourquoi je ne vais pas non plus en parler trop longtemps. Mais il a quand même lancé 4 manches. Il a réussi à strike out 6 batteurs.
Maintenant, on a vu aussi qu'il a été dérangé, quand il a commencé à être dérangé, il a beaucoup tenté d'inciter les batteurs d'Arkansas à chasser ses balles hors zone, mais ça n'a pas trop marché. Et je pense qu'il a même concédé 3 ou 4 buts sur balle en 4 manches, c'est-à-dire quasiment un but sur balle par manche. Donc c'est quand même quelque chose à surveiller. Mais en tout cas, il a été très intéressant. Ça va être un joueur à revoir. Du côté d'Arkansas, bien sûr, on a Aloy. Kuyo Aloy, le frère de Weiwa Aloy, voilà, je regarde toujours, vous me connaissez maintenant, qui a été intéressant sur le week-end, avec notamment, il y a eu du home run, il y a eu des choses intéressantes. Maintenant, il va falloir qu'il commence à montrer un peu plus de discipline à la batte, je pense. J'en avais déjà parlé en preview, mais encore une fois, on a vu que les mêmes défauts, les mêmes tares se montrent de son côté. C'est quelque chose en tant que prospect que les scouts regardent beaucoup, et donc il va falloir travailler là-dessus. Malgré tout, Arkansas a montré de belles choses au niveau offensif, notamment grâce à Ryder Elfrick. Je le rappelle, c'est un des gros catcheurs de la nation, donc c'est forcément un gros prospect pour la draft, position premium. Un joueur qui, sur le potentiel, déjà en termes de catching, en termes de défense, et grâce à sa grosse puissance de bras, fait déjà tourner des têtes, tout simplement. Mais c'est au niveau offensif qu'on va le surveiller d'autant plus, très clairement. Son week-end a été très bon, 5 sur 14, 2 home runs, 5 points produits. Il a lancé en fait un peu cette révolte d'Arkansas face à TCU, même si ça n'a pas été suffisant. Il a aussi fait montre d'une belle versatilité, parce que je l'ai vu voler des bases, je ne sais plus combien pour être honnête, mais je l'ai vu déjà voler de la base, donc c'est très intéressant. Et c'est clairement un joueur qui a une belle carte à jouer, je trouve, par rapport à la draft, puisque encore une fois, catcher, position premium. Il est peut-être pas à l'heure où je parle, faudrait que je vérifie, mais dans les purs top choix de draft, mais il pourrait très rapidement le devenir s'il nous fait montre, comme je l'ai dit. Voilà, de belles choses offensivement. Donc voilou. Je sais que je l'ai plutôt orienté sur les prospects, mais tout ça pour dire que voilà, TCU a fait montre de belles choses, notamment face à Arkansas. Arkansas, comme j'ai dit lors du top 25, a réussi à en gratter 2 sur les 3 matchs qu'ils ont joués. Mais le dernier match, par exemple, face à Texas Tech, ça aurait pu être la catastrophe. Texas Tech qui a été pour le coup très décevant, j'ai envie de dire. Ils sont restés dans le match face à Arkansas, mais au global, c'est un sweep sur les 3 matchs qu'ils ont joués sur le week-end, dont 2 grosses défaites. Le match face à Arkansas, ils auraient pu le gagner, mais encore une fois, que ce soit ce match-là ou les autres matchs, beaucoup de problèmes, des erreurs au niveau défensif, un pitching qui n'est pas encore exactement au niveau, j'ai envie de dire, même si c'est qu'un premier week-end. On va peut-être attendre un peu avant de vraiment évaluer ce pitching staff, mais voilà. Encore une fois, Texas Tech, ça a été plutôt compliqué. Ils n'ont pas dérogé à la règle d'avoir une équipe qui, sur le papier en tout cas, montre de belles choses offensives, mais défensivement, notamment à cause du pitching, on se pose beaucoup de questions. Là, les questions n'ont pas été répondues très clairement. Mais Arkansas a quand même été challengé, parce que comme j'ai dit, c'est sur la fin du match, à l'expérience, j'ai envie de dire, vraiment au côté grind, qu'ils ont réussi à s'en sortir et à donc terminer avec un bilan positif. Puisqu'un bilan négatif après cet opening week aurait certainement dû les faire un peu plus chuter en termes de classement du top 25. Vanderbilt, au final, c'est une victoire de défaite, surtout la défaite qui fait mal, qui fait tâche, c'est face à Oklahoma State. Donc Oklahoma State qui a un même bilan de une victoire, 2 défaites, puisqu'ils avaient perdu le premier match face à Arkansas. Et donc Oklahoma 3-0 et qui rentre du coup dans le top 25 en compagnie de West Virginia, qui donc remplace numériquement Arizona et donc Vanderbilt. Un premier tournoi du côté de Arlington, je pense pas que ce sera le seul, parce que normalement il y a souvent les Global Baseball Series qui se passent également du côté du Globe Life justement. Donc on va voir, si je dis pas de bêtises, il y aura certainement un autre tournoi du côté d'Arlington, mais c'était très intéressant à voir, il y avait déjà du baseball de qualité, on a déjà vu des prospects se montrer, et c'est ça le plus important au-delà des résultats. Surtout encore une fois pour un premier week-end, mais voilà, c'est un peu mon retour, parce que c'est le tournoi principal que j'ai regardé, même si j'ai pu suivre des matchs de ci, de là. Et j'ai envie, puisque ça fait déjà une bonne quarantaine de minutes que j'enregistre, et comme je l'ai dit, malheureusement j'ai un commitment,
c'est-à-dire que je dois quitter chez moi bientôt. Je vais donc essayer de faire un tout petit résumé rapide des grosses performances. Il y en a eu tellement que ça va être compliqué de façon de toutes les citer. Mais voilà, il y en a une que vous n'avez certainement pas dû louper. Tout le monde en a parlé, que ce soit la MLB, que ce soit bien sûr au College Baseball, mais tout le monde a retweeté. C'est bien sûr les 3 grands slams dans le même match. Alors, qui a fait ça? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ça nous vient du côté de Baylor, c'est Tyce Armstrong. Il a donc réussi, tout simplement, 3 Grand Slams dans le même match. Ce qui est quand même impressionnant. Au niveau du college baseball, je connais pas les, je suis pas allé rechercher, je vais pas vous mentir, j'ai pas pu vous trouver des stats spécifiques, mais au niveau en tout cas du college baseball, il est recordman maintenant à égalité avec un autre joueur, c'était Jim LaFontaine en 1976. C'est donc le deuxième joueur de l'histoire à réussir 3 Grand Slams dans un seul match. Donc forcément il fallait en parler. C'est pas la seule chose, on va dire jaw dropping entre guillemets, qui mérite un peu d'avoir un petit highlight ici, mais je voulais quand même en parler. Le deuxième highlight, c'est Michigan, qui non contente de aller voir des équipes du côté de l'Arizona se débarrasse de chacune de ces équipes, et pourtant c'était des anciennes Pac-12 bien référencées, puisqu'on avait parmi elles Oregon State numéro 12 du top 25 au moment où se passait donc ce tournoi, et Arizona numéro 24. Et donc Michigan s'est dit pourquoi ne pas se montrer un peu. Ils ont battu d'abord Arizona 5-3, ils ont ensuite battu Stanford dans un gros match, un match très serré, 7-6 pour le deuxième match, et ils ont ensuite gagné face à Arizona. Et face à Arizona, si je dis pas de bêtises, il y a un de leurs lanceurs, je pense que c'est ça, leur lanceur a lancé un no-hitter. J'étais en train d'essayer de retrouver la stat parce que j'ai pas vu le match en direct en fait, donc je sais que j'avais noté ça. Donc il y a un no-hitter pour leur lanceur, tout simplement. Et donc voilà, Michigan qui fait parler d'elle. L'État du Michigan fait parler de lui, puisque Michigan State, comme j'en avais parlé rapidement lors du top 25, a upset Louisville, alors numéro 8 du top 25. Et encore une fois, Michigan State, c'est pas forcément l'équipe sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir. Peut-être à tort, peut-être pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il fallait quand même le noter. L'autre chose, j'en ai déjà parlé, c'est Southern Miss qui gagne donc ce duel, tout simplement épique face à UC Santa Barbara, avec notamment ce fameux match, cette fameuse remontada. Je sais que c'est un terme que l'on utilise forcément maintenant de bonne aloi. Ils étaient d'ailleurs menés 6-2, j'ai dit tout à l'heure 6-3 ou 6-4, mais ils étaient menés 6-2 à un moment du match, mais assez rapidement dans le match, ils ont gagné 8-6. Moi j'avais pas vu le match 3, mais le match 3, il y avait 5-5 quand ils sont arrivés dans la 9ème manche, et donc ils ont réussi un walk-off sur un but sur balle d'ailleurs. Dans les autres choses à noter, Xavier qui aime bien en fait, Xavier, j'ai l'impression que c'est une fac, et dans le bon sens du terme, qui adore se challenger. C'est ce genre de fac qui se munit d'un calendrier incroyable. Alors ils sont en Big East. La Big East en termes de baseball, c'est pas non plus la plus grosse conférence du pays, mais eux se sont dit que pour pouvoir progresser, pour pouvoir être une fac qui compte, même si après ça peut être à double tranchant, on va se battre contre les meilleures équipes des mid-majors, et même contre les grosses équipes des powerhouses, des conférences, on va dire du Power 4 maintenant, même du Power 3 limite en baseball. Mais tout ça pour dire que ils sont partis du côté de East Carolina qui, même si l'année dernière ils ont eu une saison un peu compliquée, ça reste une référence dans les mid-majors, je le rappelle, et ils sont partis remporter la série à East Carolina. Donc il faut en parler, tout simplement. Je pense que c'est une belle chose à noter. Parmi les choses qui sont assez insolites, dont on peut parler rapidement, alors est-ce que vous avez déjà vu un walk-off run rule? Et ce walk-off run rule, il est consécutif à aussi un no-hitter de votre pitcher. Je rappelle qu'un run rule en college baseball, c'est tout simplement lorsque, au bout de 6 manches, vous menez de plus de 10 runs d'avance. Voilà. On arrête le match à ce moment-là, on dit ok, run rule,
on s'arrête là, ça fait 6 manches, on peut repartir un peu plus tôt à la maison, tout simplement. Et donc, pour réussir, pareil, fit, USC a dû, c'est Southern California, USC a dû donc non seulement réussir à scorer plus de 10 runs, ils ont scoré 11 runs, donc avant cette fameuse limite des 6 manches, face à Pepperdine qui d'ailleurs est une équipe aussi historique, donc c'était un duel d'historique, et ils l'ont fait sur un walk-off home run. Et ouais, sachant que avant ça, ils étaient déjà en bonne position avec un no-hitter, donc du côté de leur lanceur, enfin leurs deux lanceurs, parce que c'était un combine no-hitter. C'est qui déjà? Alors, je pense que c'est Grant Govell, il s'appelle, et l'autre c'est Cameron Fossé. Alors, encore une fois, j'ai pas vu le match, donc je vous donne un peu les notes que j'ai récupérées. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose à noter, parce que c'est quand même quelque chose d'assez insolite. Hawaii, je vous ai dit que j'allais en parler cette saison si j'ai le temps, mais en tout cas, je vais les suivre, parce que des fois, pour raconter ma vie, je dois me coucher tard, et Hawaii, c'est souvent l'équipe qui joue le plus tard, bien sûr, du fait de leur position géographique. Et ils sont toujours capables de nous apporter des choses impressionnantes. Ils étaient face à Gonzaga ce week-end et ils ont réussi notamment lors d'un des matchs un game winning sacrifice bunt, puisque eux c'est du college baseball à l'état pur, c'est vraiment small ball s'il le faut, un baseball d'opportunité et d'opportunisme. Et donc nos amis les Rainbow Warriors ont réussi quelque chose de sympa et de grand, tout simplement, pour encore une fois faire vibrer leur public. On sait qu'il y a quelques saisons de cela, ils avaient notamment fait un match exceptionnel face à Ole Miss dans ce même type de début de saison, et donc c'est pourquoi je voulais en parler rapidement. UVA, je pense qu'ils ont scoré. Alors j'essaie de retrouver, mais UVA, si je dis pas de bêtises, ils ont scoré 60 et quelques runs, 69 runs, ouais c'est ça. Alors, 3 matchs, 69 runs. Vous scorez, alors peut-être l'opposition n'était peut-être pas au niveau entre guillemets, mais malgré tout, vous réussissez à scorer 69 runs en 3 matchs, il faut le faire. Et on va finir par quelques stats de joueurs qui se sont bien montrés lors de ce week-end. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, il y en a qui sont connus, qui sont prêts pour la prochaine draft, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais si vous voulez des grosses performances, il y en a eu. Il y a eu d'ailleurs Jason Jones du côté de Wichita State. Wichita State, que je rappelle, c'est une bonne farm de futurs bons joueurs qui peuvent même soit transférer avant d'aller à la draft, soit carrément être draftés. Je rappelle que Joe Carter vient de Wichita State. Plus récemment, on a eu des Peyton Tolley qui venaient de Wichita State. Bon, il avait transféré à TCU avant d'être drafté, bien sûr. Jason Jones, sur le week-end, c'est 15... Alors non, pardon, c'est 7 sur 15 en at-bat, c'est 12 points produits, 4 home runs, 3 buts sur balle provoqués et un seul strikeout. Je pense que voilà, c'est plutôt pas mal pour un week-end, pour commencer. On a bien sûr Dick Kennedy. Alors Dick Kennedy, lui c'est un joueur à suivre puisque voilà, il est draft éligible, il est à Kansas State. Et je rappelle que Kansas State, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient, comment il s'appelle, Kellen Culpepper de mémoire, shortstop de son état. Et Dick Kennedy, si je dis pas de bêtises, il doit être shortstop aussi. Faudrait que je revérifie pour la position, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, en termes d'offense, il a été là. 7 sur 13, donc plus de 50% à la bat, pourquoi pas. 3 home runs, pourquoi pas. 13 points produits, pourquoi pas. 3 buts sur balle concédés, provoqués plutôt, et un seul strikeout, voilà, c'est plutôt des stats de jeux vidéo. Derek Bermudez aussi, c'est pas mal, 9 sur 15 en at-bat, 2 home runs, 13 points produits. Voilà. On a eu quand même des très très belles performances du côté des frappeurs, donc je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu de quelques frappeurs qui ont fait des dingueries entre guillemets. Et puis si on va du côté des pitchers, ça a été plutôt pas mal également. Alors du côté de Lamar, Chris Olivier, si on veut franciser à fond, c'est 6 manches lancées pour 14 strikeouts. Pourquoi pas, pour commencer la saison. Grant Govell, j'en ai parlé dans le no-hitter avec le run rule de USC, c'est 10 strikeouts en 6 manches lancées. On a eu quoi d'autre d'intéressant? Il y a Evan Dempsey du côté de FGCU, Gold Coast de Florida, c'est 12 strikeouts en 6 manches lancées. Trevor Hansen, c'est 11 strikeouts en 6 manches lancées.
Donc là aussi, il y a eu des très très belles performances. Tout ça pour vous dire que voilà, du côté du college baseball, on sait aussi recevoir et voilà, être spectaculaire. En témoigne d'ailleurs pas mal de records d'affluence, hein, que ce soit dans les stades ou même à la télé. En termes de stades, par exemple, on a eu plus de 20 000 personnes sur un match de college baseball. Bon, alors, c'est vrai que ça aide d'être dans le Globe Life Field en termes de capacité, mais quand même, avoir des gens en plein milieu de février se déplacer, puisque voilà, c'était des facs qui ne viennent pas tous, hein, du Texas, hein, et bien loin, voilà, c'est limite le contraire. Donc c'est pas non plus la porte d'à côté à côté, même si ça reste des facs du sud, hein, pour la plupart. Il y a des fans, notamment d'Arkansas. De toute façon, Arkansas, c'est ce genre de fac, hein, qui a des fans un peu partout et qui se déplacent aussi en nombre. Il y a eu donc plus de 20 000 personnes sur ce match entre TCU et Arkansas. Donc c'est quand même à noter, hein, encore une fois, pour du college baseball, je le rappelle. Il y a eu aussi des records en termes de mid-major. Je me rappelle plus quel match, mais il y a eu une confrontation mid-major où il y avait eu plus de 6000 spectateurs, donc directement au stade. Et c'est des choses quand même à noter. C'est des choses sur lesquelles, voilà, si vous entendez de manière un peu abstraite 6000, vous vous dites, ouais, c'est pas ouf. Mais il faut encore rappeler, c'est du college baseball, dans des stades qui n'ont peut-être pas même les capacités pour ça, dans des facs qui ne sont pas réputés non plus. Voilà, c'est du college baseball dans des facs mid-majors. Donc, tout ça pour dire que le college baseball semble continuer à avoir le vent en poupe, se porte très bien. Il a de très bons ambassadeurs, même au niveau médiatique. Donc c'est vraiment très intéressant à suivre. Moi, de mon côté, je fais mon humble travail d'essayer de vous retranscrire un minimum ce que je vois, ce que j'aime voir. Donc c'est peut-être pas le plus professionnel, mais ça peut-être, pour moi, ça peut peut-être vous permettre d'avoir une petite immersion. Et donc, on parle peut-être pas de tout non plus, parce que ça, c'est difficile de tout balayer. J'ai peut-être loupé quelques performances, voilà, que ce soit collectives ou individuelles. Je vais peut-être pas parler de votre fac préférée sur le moment. Mais avant de partir, je vais vous parler de 2-3 matchs ou séries ou tournois à regarder ce week-end, au moins du coin de l'œil. On va commencer encore une fois par le Globe Life Field, hein, comme je vous l'ai dit. Ils ont souvent les premières college baseball series de début de saison, souvent se retrouvent là-bas notamment. Et là, après avoir eu donc TCU, Oklahoma State, Texas Tech, Arkansas et Vanderbilt, ce week-end, ils accueillent Auburn, donc SEC, Florida State, donc ACC, Kansas State, Big 12, Louisville, ACC, Michigan, Big 10 et Nebraska, Big 10. Donc un beau mélange, des facs qui vont pouvoir un peu se confronter, s'observer, pouvoir voir là où elles en sont, etc. etc. Donc premier tournoi sur lequel il faut peut-être se focaliser un peu, j'ai envie de dire. Parmi les autres tournois, il y a toujours le Round Rock. Le Round Rock, c'est un tournoi connu et reconnu. Alors sur le papier, on se dit pas c'est les plus grosses facs et tout ça. Je sais qu'il y a Purdue de mémoire, il doit y avoir Southern Miss, mais Southern Miss c'est quand même une équipe rankée. Donc je pense que c'est toujours intéressant à regarder. Je vais pas vous raconter tout sur les tournois, mais voilà, vous avez encore Baylor et Oregon State dans la Round Rock. Donc tout ça, ce sont des choses très intéressantes à regarder. Et après, si on veut vraiment regarder des séries, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une série principale sur laquelle j'ai envie de dire il y aura des choses à voir, c'est le numéro 1 UCLA face au numéro 7 TCU, mine de rien. C'est pas mal. C'est en plus au Jackie Robinson Stadium, et oui, du côté de Los Angeles, et donc c'est cette série que j'ai envie de dire, voilà, c'est peut-être la série à ne pas manquer. Commence ce vendredi. Donc voilou, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais qu'il était un peu décousu parce que je suis revenu un peu partout. Mais en tout cas, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre et que voilà, ça vous a plu, que vous avez pu apprendre certaines choses ou confirmer certaines choses que vous connaissez déjà, par exemple. Et alors que je perds de plus en plus mon français, je vais vous dire tout simplement à très bientôt. Allez, ciao. The 2-2.